Le Massif central, des milliers d'hectares de nature sauvage, de hauts plateaux entrecoupés de torrents et de rivières qui irrigueront la plus grande partie de la France. Une véritable forteresse d'altitude au cœur du pays, prudemment contournée par tous les grands courants de circulation. Tous, pas tout à fait, car depuis 125 ans, c'est par là que passe la plus courte voie de Paris à Marseille. Depuis toujours, c'est par la Bourgogne, Lyon et la vallée du Rhône que les hommes et les marchandises rejoignent la Méditerranée, empruntant, selon l'époque, le canal, puis la voie ferrée. En 1856, le Paris-Lyon-Marseille venait à peine de s'ouvrir de bout en bout lorsque fut lancée l'idée d'une deuxième liaison tracée par la voie la plus directe. Mais après avoir traversé les plaines du Bourbonnais, il faut affronter la montagne, de Clermont-Ferrand à Alès. La voie la plus courte ne pouvait être que la plus difficile. Sur une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand à Brioude et Langeac, l'Allier s'étire dans une large vallée. Au-delà, ce n'est plus une paisible rivière que l'on remonte, mais un torrent aux crues si redoutables que jamais l'homme n'avait cherché à s'établir dans la gorge creusée entre les monts du Velay et de la Margeride. De Langeac à Langogne, sur 67 km, seul le rail a osé se mesurer à l'Allier. Mais à quel prix ? « 64 tunnels, près d'un par kilomètre, 12 grands viaducs, d'immenses murs de soutènement, c'est une succession presque ininterrompue d'ouvrages d'art que des milliers d'hommes venus de l'Europe entière ont réalisé ici, à la force des bras. C'est pierre par pierre que les maçons piémontais ont érigé murs et viaducs. C'est à la barre à mine et à la pioche que les mineurs espagnols et portugais ont creusé, tranché et tunnels, car les perforatrices pneumatiques n'existaient pas encore. Et cet ouvrage gigantesque a été mené à bien en 5 ans seulement, de 1864 à 1869, malgré tous les obstacles que la montagne a dressés face aux bâtisseurs. Faute de toute présence humaine dans la gorge, ils ont aussi dû construire à la hâte de véritables villages pour assurer leur propre hébergement. Pour accéder à des sites jusqu'alors inconnus, ils ont dû ouvrir des kilomètres de chemin et lancer des ponts provisoires. Mais au lendemain des terribles crues de l'automne 1868, ils ont dû reconstruire leurs baraquements, leurs sentiers et leurs passerelles. Seule avait résisté la voie ferrée qu'ils allaient nous léguer. C'est le 16 mai 1870 que l'express Paris-Nîmes traversait pour la première fois le Massif central de part en part. Les 185 km du Brioude-Alès, comme on l'appelait à l'époque, devançaient largement les autres grandes percées ferroviaires, pourtant plus célèbres et promises à une activité beaucoup plus intense, comme celle du Montcenis, ouverte en septembre 1871, et surtout celle du Saint-Gothard, complétée en 1882.
À son ouverture, la nouvelle ligne ne connut qu'une desserte minimale avec une poignée d'omnibus et un unique express reliant Paris à Nîmes en 25 heures. 29 km/h de moyenne. Si en un siècle, les temps de parcours ont été divisés par 3, le Cévenol reste l'un des express les plus lents de France. C'est une belle histoire, celle de ce train, qui à l'heure des TGV omniprésents, est aujourd'hui l'un des derniers grands express de montagne. C'est à l'automne 1955 qu'apparut le Cévenol, sous une forme bien modeste, un autorail X2400 de 600 chevaux et une remorque alors comme neuf. À l'époque, le Cévenol ne circulait qu'entre Clermont-Ferrand et Marseille, ou, en été, entre Vichy et Marseille, car il visait une clientèle de Languedociens et de Provençaux se rendant en cure dans les grandes stations thermales d'Auvergne. Pour la première fois dans l'histoire de la ligne, mais aussi sans doute de l'ensemble du réseau ferré du Massif central, le Cévenol franchissait la barre des 60 km/h. Autant dire que la 2400, comme l'appellent encore les anciens, laissait sur place les 4 chevaux et les 203. Le succès appelle le succès. D'année en année, les voyageurs se sont fait plus nombreux et la composition du train s'est enrichie. À l'été 1959, c'est avec le Cévenol que les autorails panoramiques flambant neufs ont commencé à se mesurer avec la montagne, mais avec le renfort d'un X2800, car il fallait désormais prévoir 3 remorques. Bientôt, les 5 voitures ne suffirent plus, et en mai 1979, l'autorail se mua en train express Paris-Marseille par Clermont-Ferrand. Lancé pour sa première saison d'été avec 7 voitures, il peut aujourd'hui aligner jusqu'à 12 pièces pour les grands départs du mois d'août. Ce sont donc 800 voire 900 personnes qui chaque jour choisissent de découvrir la montagne à 80 km/h plutôt que de filer 3 fois plus vite dans la monotonie de la plaine et du TGV. L'ascension s'effectue presque insensiblement, tout au moins pour les 4800 chevaux des 2 BB 67400. Le tracé en gorge, foré à grand-peine par les bâtisseurs du siècle dernier, se traduit pour les hommes et les machines des années 1990 par des rampes somme toute très courantes. 8 pour 1000 sur la section Langeac-Chapauroux et 12 pour 1000 sur les 20 derniers kilomètres du parcours. C'est donc sans effort apparent que le Cévenol se hisse de Langeac dans la vallée à 500 mètres d'altitude, à plus de 900 mètres lorsque le voyageur découvre l'étendue des plateaux. Et c'est le plan d'eau de Nossac qui annonce Langogne aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et de l'Ardèche.
La ville ne compte que 4000 habitants, mais au cœur de l'une des régions les plus faiblement peuplées de France, sa gare est une étape très importante. Bien sûr, le Cévenol n'est pas le seul train qui pénètre les gorges de l'Allier. Héritier du premier express de 1870, le Paris-Nîmes est aussi ancien que la ligne qu'il emprunte, selon un horaire qui, depuis toujours, comprend un parcours nocturne et accéléré dans la plaine du Bourbonnais et une traversée matinale de la montagne où il dessert presque toutes les gares. Mais plus les voyages de jour gagnent en vitesse et en confort, plus les voyageurs désertent les couchettes. Et bien souvent, le train se mue en autorail. Dès 1955, ce fut le sort du cadet immédiat de notre express historique, celui qui relie Nîmes à Clermont dans la matinée et avec lequel nous allons découvrir les 28 arches du viaduc de Chapauroux. Les soirs d'été, ce sont de véritables trains d'autorail qui, de Clermont à Nîmes, s'exposent aux derniers rayons du soleil, en amont de Langogne. Mais sur un chemin de fer qui reflète fidèlement la vie de la région qui l'irrigue, une seule rame RGP est largement suffisante lorsqu'arrive l'automne. La Bastide. À plus de 1000 mètres d'altitude, la commune ne compte que 190 habitants permanents. Mais la petite gare, point culminant de la ligne Paris-Nîmes, est aussi le centre nerveux de sa section montagnarde, et certainement l'édifice le plus actif de toute la contrée.
La Bastide, c'est tout d'abord une gare de bifurcation où la ligne de Mende vient se raccorder à celle du Cévenol. Plus haute encore que le Clermont-Nîmes, c'est certainement la plus héroïque des voies qui relie le minuscule chef-lieu lozérien au reste du monde. Dans le vaste est de l'Arzalier, les 825 chevaux de la RGP ne sont pas de trop. Car si les ondulations du terrain paraissent douces, la rampe atteint tout de même 27 pour 1000 et à plus de 1200 mètres d'altitude, elle se termine par une longue galerie protégeant la voie des congères. Le train du toit de la France qui voit naître des eaux qui s'écoulent soit vers la Garonne, soit vers le Rhône, soit vers la Loire, c'est lui. Lui qui musarde à plus de 1200 mètres d'altitude, traversant de part en part le Causse de Montbel, la plaine, comme l'appellent les gens d'ici. Après avoir contourné le village de Belvezé, le train accompagnera le filet d'eau du Chassezac et jusqu'à la Bastide, le train et le jeune ruisselet chemineront ensemble, aussi tortueux l'un que l'autre. « 1200 mètres. À ces altitudes, la neige est un ennemi de chaque hiver, mais quoi qu'il arrive, le train doit passer. Situation géographique oblige, c'est la Bastide qui dirige les opérations. Dès que les bulletins météo se font inquiétants, le dépôt de Nîmes envoie le train-bloc, 2 BB 66 000, encadrés par 2 wagons SOC. Avec une formation symétrique, on évite les manœuvres aux extrémités des sections les plus enneigées, bien sûr, mais on se réserve aussi la possibilité de rebrousser chemin si jamais la tourmente se fait plus puissante que les 2800 chevaux des 2 diesels. Sur la ligne principale, il suffit le plus souvent de quelques passages entre 2 trains du service régulier.
La ligne de Mende, elle, se montre souvent plus exigeante. Plus élevée, elle est surtout très exposée aux congères. Tous les anciens vous parleront de ces fameuses congères. Ces amoncellements de neige qui se forment sous l'action d'un vent glacial, la burle, et qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut en quelques dizaines de minutes. Mais même lorsque la tourmente s'adoucit, le voyage n'est pas de tout repos. Déneiger la voie, c'est bien, mais encore faut-il que les trains puissent circuler en toute sécurité. On organise donc des tournées de contrôle, souvent fastidieuses, pour dégager les pédales d'annonce des passages à niveau très nombreux sur cette ligne. Mieux vaut prévenir que guérir. Le dicton s'applique à tous les aspects de la lutte contre la neige, comme le réchauffage des aiguilles, très vulnérables par grand froid. Une intervention routinière mais vitale, comme bien d'autres, si souvent ignorée du voyageur. Le plus souvent, le voyageur ne perçoit pas d'autres perturbations que le remplacement des autorails par des rames tractées. Avec leurs 80 tonnes, les BB 67 400 collent mieux au rail que les RGP. Et avec 2400 chevaux, pour de mini-trains de 120 tonnes, nos diesels ne manquent pas de muscles. Très vite, tout rentrera dans l'ordre. Et c'est avec les compositions habituelles que se rétablit cette routine que les cheminots appellent la régularité.
Plutôt inattendu ce trafic lourd au point culminant d'une voie ferrée que l'on pouvait croire vouée au tourisme. Car la Bastide est aussi la gare de destination de nombreux trains de fret de 900 tonnes et plus. Tirés par 3 locomotives dans la rampe sud, ces convois acheminent le ciment et les graviers destinés à la construction du barrage de Puylaurens. Certains jours, il ne reste plus un seul mètre de voie inoccupée dans la petite gare. Les cheminots doivent jouer serré pour séparer les wagons à décharger des rames vides à retourner. Tu tiens, tu as ce citerne, c'est d'accord. Après le transbordement du gravier vient celui du ciment. Et c'est une ronde incessante de camions qui conduit les matériaux sur les 12 derniers kilomètres du voyage jusqu'au site du barrage où bientôt la gorge du Chassezac disparaîtra sous les eaux. Pour le retour des wagons vides, la rame est forcée jusqu'à 22 unités. Comment ne pas rappeler qu'à lui seul, ce train remplace 60 semi-remorques. C'est encore à la Bastide qu'a lieu chaque jour une véritable rencontre au sommet, le croisement des deux Cévenols. Depuis 40 ans, le rituel est immuable. À 15h46, c'est d'abord le Paris-Marseille qui entre sur voie 1. À 15h48, arrive le Marseille-Paris. Correspondance avec un X2100 de la ligne de Mende. 15h50, le Marseille-Paris est le premier à partir. Suivi à 15h52 par le Paris-Marseille. Et c'est ici que commence la descente vers le Languedoc. Tout va basculer. Ici débute ce que Vincenot appelait l'escalier des géants. C'est la grande descente des Cévennes vers le Midi. La géographie bascule.
Après avoir traversé gorges et plateaux, la voie s'appuie maintenant à flanc de paroi. Le profil bascule. La pente atteint 25 pour 1000. Le mécanicien du Paris-Marseille ne joue que du frein. Alors que son collègue du Marseille-Paris doit faire appel à toute la puissance de ses diesels. L'exploitation elle-même change d'aspect. À la Bastide, le courant de la ligne de Mende s'est ajouté à celui de Clermont. Et dans un graphique plus dense qu'au nord, les RGP sont largement majoritaires. Mende-Nîmes, Montpellier-Mende, et Nîmes-Clermont en pleine rampe sur le viaduc de l'Altier. C'est l'ouvrage le plus haut de la ligne, mais depuis 30 ans, ces 72 mètres sont en grande partie noyés dans les eaux du lac artificiel. Villefort. C'est ici que la RGP Mende-Nîmes de la mi-journée va croiser le train de matériaux montant. Pendant que les voyageurs montent ou descendent, l'agent circulation exécute une procédure complexe mais infaillible, avec les appareils pourtant octogénaires du bloc manuel. Et lorsque les deux trains ont quitté la gare, tout se conclut par la fermeture des sémaphores protégeant les tronçons de pleine ligne. Le viaduc de la Malottière marque la limite entre la Lozère et le Gard. Bien souvent, c'est là que la rudesse de la montagne fait place au soleil méridional. Une marche décisive dans l'escalier des géants qui tombe ici à moins de 600 mètres.
15 passages par jour et plus, dont 4 trains lourds, c'est beaucoup pour une voie unique de montagne. Et pour la première fois depuis bien longtemps, la voie vient d'être renouvelée au sud de Villefort. Bien sûr, on est loin des travaux spectaculaires des lignes à très fort trafic. Ici, la durée des interceptions est strictement limitée, faute de pouvoir faire passer les trains sur une deuxième voie. Et l'on procède traverse par traverse, rail par rail, tire-fond par tire-fond. Vieille tradition des poseurs montagnards, on apporte un soin tout particulier aux tronçons en tunnel où les rails sont soudés, comme sur le TGV. Génolac. Pour les RGP de Mende ou de Clermont, cette petite gare accrochée au flanc du mont Lozère dessert le dernier village de la montagne. Mais c'est aussi le début d'une banlieue avec son va-et-vient de navettes. Alès et Nîmes ne sont pas loin. Et dans cette gare charnière, les rôles se répartissent tout naturellement. Pour la banlieue, les X4500. Pour la montagne, les RGP. « 10 km plus bas, la dernière marche de l'escalier de Vincenot, c'est Chamborigot.
Même moins haut que l'Altier, 47 mètres contre 72, le viaduc de Chamborigot est certainement l'ouvrage le plus majestueux de la ligne, car ses 41 arches décrivent un demi-cercle presque complet. Depuis toujours, la courbe très serrée impose un ralentissement. Et le voyageur a tout le temps d'admirer la vallée du Luèche, typique de la Cévennes des Cévennes. Tout le temps, s'il descend d'Auvergne, de découvrir ici la lumière du midi. Tout le temps, s'il monte vers le nord, de mesurer la montagne que le train va gravir. Alès, Nîmes, Marseille se rapprochent. Montpellier est à portée de correspondance. Mais son univers à lui, c'est la montagne. La montagne qu'il franchit tous les jours par tous les temps. La montagne qu'il ne se contente pas de traverser, il l'irrigue. La montagne où il ne se contente pas d'amener des citadins avides d'air et d'espace, le plus souvent, il y ramène les fils des expatriés d'antan. Car le train, jadis outil de l'exode rural, est devenu l'un des principaux acteurs du maintien de la vie. Cet après-midi-là, le Cévenol se lovait au plus profond d'une gorge somptueuse, baignée d'un soleil éclatant. Qui pourrait croire que cet hiver, une fois de plus, les parois bordant l'Allier formeront un abri le protégeant de la tourmente, pour que lui seul relie au reste du monde cette montagne dont les routes seront encore ensevelies sous les neiges.